spécial cantonal, Mantes-la-Jolie. Merci madame, messieurs, bonjour. Bonjour Nathalie Coste. Bonjour. En effet, ce matin, on vous reçoit dans le cadre de l'élection partielle cantonale de Mantes-la-Jolie. On va parler avec vous de l'emploi, de logement, de sécurité. Mais avant de parler de tout ça, ça serait bien que vous vous présentiez en quelques mots pour les gens qui ne vous connaissent pas. Même si vous êtes une actrice associative et politique importante dans le Mantois. Et une citoyenne. Et une citoyenne, naturellement. Voilà. Écoutez, j'ai 49 ans, je suis née à Mantes-la-Jolie. Mes parents, mes grands-parents aussi. Je suis une vieille Mantaise. J'ai grandi au Val-Fouré, rue Galilée précisément. Je garde un très bon souvenir de ces années d'enfance. J'ai été scolarisée au collège Chénier, à l'école Gabriel Colette, au collège Chénier, au lycée Saint-Exupéry où j'enseigne maintenant. Je suis agrégée d'histoire-géographie. Et élue conseillère municipale depuis 2008 dans le groupe Décile avec Joël Mario Jules, militante des droits de l'homme, que dire encore, maman de 2 filles. Eh bien, vous avez tout dit. Je voudrais vous poser une question très vite sur ce début de campagne et notamment sur la guéguerre qu'il y a entre vous et Marc Jammet sur qui doit véritablement détenir le logo PCF, même si j'observe que personne ne va porter le P et que tous les deux vous allez utiliser ce logo. Alors, déjà, moi, j'ai pas de guéguerre avec Marc Jammet. Je veux dire, c'est trop pathétique, ça m'intéresse pas beaucoup. Il y a des instances officielles dans le Parti communiste, notamment un conseil fédéral qui, selon ses statuts, a décidé officiellement, très officiellement et à l'unanimité, de soutenir notre candidature et de nous donner le droit d'utiliser le logo PCF. Je crois que le Parti communiste français s'exprime déjà et va continuer à s'exprimer lui-même sur son choix, qui correspond à l'orientation politique qu'il a fait, c'est-à-dire une orientation d'insertion dans une démarche qui est celle du Front de gauche, qui n'est pas celle de Marc Jammet, qui est celle qui a été choisie comme orientation politique au Congrès du Parti communiste français. À ce titre-là, j'ai plusieurs fois été associée aux candidatures du Parti communiste français, avec Jacques Saint-Amand notamment, ensuite avec Joël Gégouzeau. J'ai mené la campagne du Front de gauche au présidentiel et j'ai été porte-parole de la campagne d'Éric Rouleau, parce que je fais campagne pour ces candidats Parti communiste français, Front de gauche, ce que n'a pas fait Marc Jammet. Donc voilà, je veux dire, que dire de plus franchement, je crois que c'est pas très intéressant et que les choses sont légalement établies. Donc, voilà. Très bien. Comment vous ressentez-vous ce début de campagne ? Écoutez, moi je le ressens, je ressens plutôt bien. À passer l'effet de surprise où chacun a dû organiser un petit peu sa communication, bien sûr, mais aussi son orientation politique, ses discours. Je trouve que du point de vue des citoyens, il y a un écho. Alors, est-ce que ça préfigure une participation au vote? J'en sais rien. Hein. Je pense que une grande menace d'abstention qui est classique dans des cantonales partielles. Mais en tout cas, ça résonne. C'est-à-dire que c'est une échéance qui, parce qu'elle est inattendue justement, interroge. Pourquoi à ce moment-là? À quoi ça correspond? On est dans un contexte aussi national où les choses sont extrêmement douloureuses pour beaucoup de concitoyens. Et du coup, c'est aussi l'occasion peut-être de reposer des valeurs. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de faire. Des valeurs qui sont des valeurs d'éthique en politique, mais aussi au-delà. Un projet politique, un projet de gauche de transformation, de gauche citoyenne, de réappropriation d'un certain nombre d'enjeux et de propositions et d'alternatives à la politique, y compris du gouvernement d'ailleurs. On sent que ça va être une campagne assez tendue, puisqu'on voit les coups partir d'un peu partout. Ouais. Ça vous inquiète pas pour la démocratie Bien sûr que ça m'inquiète pour la démocratie. Et moi, si j'ai un message à faire passer en tant que candidate à la tête d'un rassemblement, c'est que je crois que tout le monde a à gagner à prendre de la hauteur. En tout cas, nous, c'est notre orientation majeure. On ne tombera pas dans les coups bas. Ça nous intéresse pas.
Je crois qu'il y a beaucoup de dignité à mettre dans ce combat politique. On n'est pas des gens qui sommes irresponsables. On sera vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'entorse non plus qui soit faite ni au respect des personnes, parce que c'est très important, ni aux pratiques démocratiques. En revanche, je crois qu'on a un discours avec du contenu, des compétences à porter. Et si cette campagne est tendue, ce que vous avez l'air de dire, ce qui effectivement m'est revenu, ce qui m'est revenu aussi comme impression et comme retour, nous on tient vraiment à porter ce discours de dignité et de hauteur. Donc on n'a pas du tout envie de se laisser embarquer là-dedans. Cette élection a des enjeux extrêmement importants, parce qu'au-delà du canton, on sent bien qu'il y a d'autres enjeux qui vont se jouer, le conseil général, probablement la Camille derrière, après le municipal, etc. Et tout ça fait qu'il y a peut-être une concentration d'énergie probablement aussi négative comme positive, et ça peut avoir un effet extrêmement négatif aux yeux des citoyens. Tout à fait. Alors là, je suis absolument d'accord. Il faut absolument éviter de creuser le fossé qui s'est installé entre les citoyens et la chose politique en règle générale, et il faut redonner de la noblesse à ces combats-là. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que vraiment, je crois que personne ne gagnerait à cette espèce de discours qui nourrirait le tous pourris, le tous les mêmes, et qui ne ferait que, évidemment, creuser une abstention déjà forte, et en même temps, un désaveu de la classe politique, qui est injuste. Désavouer une classe politique dans sa totalité, ça me paraît pas juste. Il y a des affaires qui sont absolument révulsive, mais en même temps, il y a aussi des tas d'élus de terrain qui font du travail sérieusement, et moi je crois qu'il faut faire, je parle d'histoire, je peux vous dire que les contextes où on a commencé à dénigrer la République de façon systématique, ça n'a jamais apporté du bon. Donc je ne fais pas partie de cela. En revanche, évidemment, il faut bien évidemment pour cela être absolument intègre et être extrêmement ferme sur tant les pratiques que les discours. On va parler de l'emploi, parce que c'est la première préoccupation des Français. Bien sûr. Si vous étiez élu, globalement, quelles sont les pistes de travail ou les pistes d'action sur lesquelles vous allez vous concentrer en matière d'emploi, naturellement? En matière d'emploi, à l'échelle du département, parce que bien évidemment, on est sur une échelle où on n'a pas tous les pouvoirs. Mais il y en a. Il y a des leviers absolument essentiels qu'un département peut poser, peut utiliser. Moi, je crois que la première chose qui serait indispensable à porter, c'est la relocalisation des activités. C'est-à-dire que le premier risque pour notre territoire serait de redevenir ou de devenir ou de continuer à être, je ne sais pas ce qu'il faut dire parce que les trois sont vrais, mais un territoire dortoir. C'est-à-dire un territoire sur lequel les gens viennent résider sans pouvoir exercer leur force de travail et créer de richesse. Dans ce département, il y a une nécessité absolue à aider la création d'entreprises qui ne soient pas des entreprises géantes. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse penser l'activité économique aujourd'hui et la croissance économique uniquement portée par des grands groupes. Alors, ils sont essentiels, ils existent dans le paysage économique et productif, mais il y a nécessité de s'appuyer sur des ressources locales, sur la valorisation de savoir-faire artisanaux. Il y a des richesses à Mantes et autour, qui sont pas suffisamment valorisées à mon sens. Il y a des savoir-faire techniques, artisanaux, culturels même d'ailleurs. Il y a des emplois qui seraient non délocalisables et qui seraient durables, des emplois aussi d'aide à la personne. Tout cela, il faut le creuser. Alors, ça m'amène quand même à une remarque, c'est que il y a 35 millions d'euros qui ont été donnés, grosso modo, sur 5 ans aux entreprises dans le 78, avec un contrôle de l'utilisation des fonds publics qui est quand même relativement aléatoire. Moi, je crois on est dans une période difficile, chacun le sait, mais il y a un minimum qui est quand même de s'assurer qu'il y a des engagements pris par les entreprises pour la création d'emplois locaux. Alors, ça va pas dans le sens, d'ailleurs, de l'accord national interprofessionnel tel qu'il a été voté, à l'échelle nationale, mais je crois qu'il faut vraiment repartir du territoire. Dans le 78, on a beaucoup investi, beaucoup pensé que le commerce allait tirer l'activité, il en faut, mais je crois qu'il faut une réindustrialisation, mais une réindustrialisation qui passe pas uniquement par les grands groupes. À petite échelle ?
à petite échelle. Ce qui ne veut pas dire que ça exclut des industries porteuses, les fleurons économiques français. Mais il faut vraiment relocaliser de l'activité. Ça permettra de stabiliser des populations sur le territoire, de valoriser des compétences, d'en faire émerger d'autres, et puis d'avoir une sorte de carte de la formation qui soit aussi adaptée. Justement, sur ces créations d'entreprises, vous pensez quoi de l'auto-entrepreneuriat ? Moi, je suis très favorable à l'auto-entrepreneuriat pour s'il est porté par des projets qui s'inscrivent sur un territoire et sur les besoins d'un territoire. Et je pense qu'il y a encore une fois, il y a des compétences. Moi, je rencontre souvent des gens qui ont des vraies compétences qui peuvent être techniques, qui peuvent être aussi originales, qui peuvent correspondre aussi à de nouveaux besoins sociaux et qui n'ont pas de financement suffisant pour les lancer. Donc, l'auto-entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être. Je pense à des petits traiteurs qui s'installent un petit peu partout bio là que j'ai vu émerger, il y en a un à Mantes. Je trouve qu'il y a des choses à porter. Vous le dites, la création d'entreprises est un des leviers pour pouvoir sortir de cette crise et de cette crise notamment de l'emploi. On voit que le gouvernement fait des aides en matière d'emploi aidé. Est-ce que vous pensez que c'est la solution ? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir des emplois qui sont en fait des emplois aidés qui au final n'aboutissent à pas grand-chose ? Bon, alors je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux temporalités. Il y a une temporalité d'urgence, notamment sur la jeunesse, où les emplois aidés peuvent être à un moment donné un début d'insertion par l'économie, tout simplement dans une vie sociale. Et moi, depuis ma position, je me vois pas cracher sur une possibilité pour un jeune d'avoir à un moment donné la possibilité de sortir la tête de l'eau. Bon, ça c'est une chose. Effectivement, vous l'avez dit, la deuxième temporalité, c'est le long terme. C'est-à-dire que si ces emplois aidés sont conçus comme des pansements extrêmement temporaires, qui ne débouchent sur aucune formation, qui ne permettent pas aux entreprises, aux services qui les recrutent, de les inscrire dans un plan de formation plus large, dans une pérennisation de leurs emplois, effectivement, on reprendra ce qu'on a déjà connu, c'est-à-dire des emplois jeunes, etc., qui finissent par être peu productifs pour certains. Mais je me vois pas non plus cracher sur la possibilité aujourd'hui pour un certain nombre de jeunes d'entrer dans la vie active. Après, charge aux entreprises et aux services qui les recrutent ou au pouvoir public, puisqu'il y en aura aussi, de les former, d'être des véritables premières expériences professionnelles qui doivent déboucher sur autre chose. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors c'est pas la panacée, mais c'est pas inutile. Les tensions, notamment à la Camille, sont un véritable frein au développement de l'agglomération globalement. Comment sortir de cette crise et comment sortir de cette crise par le haut? Il faut que la Camille passe à gauche, voilà. Ce que vous voulez que je vous dise. Voilà comment on sortira des tensions. Allez, on va parler logement, une des compétences de la Camille. Ouais. Plus de 700 logements en attente globalement à la Camille, dont oui, plus que ça, non ? Dont plusieurs centaines pour Mantes-la-Jolie, voilà, canton. Quelle solution ? Parce qu'en même temps, les solutions sont très limitées, mais quelle solution pour demain ? Alors, en effet, le besoin de logement, c'est un besoin vital, tout le monde le sait. Alors, au-delà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que le logement, c'est pas juste un espace, c'est essentiel, mais c'est aussi une première forme de socialisation. Donc, quand on n'a pas de logement, on n'a pas une socialisation épanouie. C'est pas possible. L'emploi et le logement, ce sont deux piliers, les sociologues le savent bien, qui sont essentiels pour s'inscrire dans un processus de socialisation, et d'insertion. Bon. En France, on a 1,2 million de personnes qui sont demandeurs de logement social. 80% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Donc, il y a nécessité, effectivement, d'un plan de construction de logement social. Pas seulement, je vais y revenir tout à l'heure. Moi, je pense que si on a un plan de 6 000 logements, de construction de 6 000 logements sur 20 ans, c'est pas délirant. Ça en fait 200 par an. C'est à peu près d'ailleurs les objectifs du PLHI, le plan local d'habitat intercommunal, qui à mon avis, c'est un chiffre qui est absolument raisonnable. Alors après, la question c'est comment on fait ? Il y a un premier projet qui est lancé, qui est l'écoquartier, qui moi ne me convient pas, parce que c'est pas un écoquartier.
déjà pour commencer. Et puis surtout, si l'objectif de 6 000 logements, là, pour le coup, est affiché, ce sont pas des logements qui sont pensés dans une inscription suffisamment cohérente en termes de territoire. Cohérente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gestion des flux, ça veut dire adaptation des services publics, ça veut dire adaptation de l'emploi. Donc ce projet n'est pas, à mon avis, suffisamment abouti. En revanche, tirer un trait dessus en disant on n'en veut pas parce que c'est nul, franchement, ça me paraît pas raisonnable. Il y a une émergence d'un projet de logement, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Alors reconsidérons-le, retravaillons-le, ce sera une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a au niveau du département ce qu'on appelle les CEDOR, contrat départemental d'offres résidentielles, qui sont des aides, des subventions qui sont données à la construction des logements. Donc c'est 5 000 euros par logement construit. Et CEDOR plus, c'est un peu plus, c'est 7 500 je crois. Mais je crois qu'il faut des impératifs, c'est-à-dire qu'il faut les cadrer ces CEDOR. Au niveau départemental, ça veut dire qu'il faut se battre à l'échelle du département pour que les villes de droite fassent davantage de logement social. Ce qui n'est pas le cas partout, et du logement social varié. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment utiliser toutes les possibilités de parcours résidentiel. Le logement social, c'est pas que du HLM. Vous avez aussi du PLS, je crois qu'il faut utiliser toutes les gammes qui correspondent à différents besoins, à différents types de populations, et qui peuvent être évidemment assez adaptés, depuis le logement social traditionnel jusqu'à l'accession sociale à la propriété et l'accès à la propriété tout court. Il faut se priver d'aucun levier, je crois. Et là, le département a la possibilité d'agir. Alors, la possibilité d'agir avec la réserve que je crois que toutes ces subventions doivent être absolument contrôlées. Elles doivent se faire au regard des efforts qui sont faits par les villes. Et pas normal, à mon avis, que des villes qui construisent très peu de logements sociaux aient le même montant de rémunération que d'autres qui font davantage d'efforts. Voilà. Donc je crois qu'au niveau du département, travailler cette multiplicité des offres de logement, reconsidérer les projets d'écoquartiers, et puis à nouveau redistribuer davantage et mieux. Une question sur la sécurité. On voit que les chiffres globalement baissent à Mantes-la-Jolie depuis plusieurs années. On a appris récemment de quoi ? De la délinquance. De la forme de délinquance. De la délinquance, hormis la délinquance sur les portables, etc. Voilà, mais globalement, on peut considérer qu'à Mantes-la-Jolie, il y a une baisse. Ce sont les chiffres de la préfecture. On a vu récemment que la ville de Mantes-la-Jolie va perdre certains fonctionnaires de police qui vont partir sur la ville de Rosny. Vous en pensez quoi ? Bon, alors déjà, moi, je pense qu'on peut pas parler de sécurité sans parler de prévention. C'est-à-dire que ça me paraît... c'est un b.a.-ba, vous souriez parce que, évidemment... Non, parce qu'on fait plus grand-chose en prévention, c'est pour ça que la gauche qui revient, parce que la gauche a toujours, évidemment, un discours sur la prévention. Mais c'est pas qu'un discours, c'est des réalités objectives. Enfin, pas toute la gauche, La gauche citoyenne. La gauche, je sais pas, sont des réalités objectivées. Enfin, à partir du moment où vous avez des présences adultes, mais des adultes cadrants, des adultes qui sont des adultes référents, c'est-à-dire crédibles, pas sortis de nulle part, l'échange, le dialogue, la présence réduisent déjà considérablement et dégoupillent un certain nombre de tensions. Alors, vous avez raison de dire que la grande délinquance, si on peut l'appeler comme ça, a eu tendance à reculer. Bon, je pense qu'elle se déplace, puis qu'elle est extrêmement mobile pour des tas de raisons qui sont liées à l'organisation des trafics, à la gestion, je dirais même à une échelle mondiale, ce qu'on appelle l'anti-monde aujourd'hui, il s'est complètement réorganisé et modernisé, entre guillemets, d'ailleurs, d'une certaine manière. Après, reste la petite délinquance, que vous appelez la petite délinquance, qui effectivement est le produit d'un malaise de la jeunesse, sur lequel tout le monde peut avoir le diagnostic, et pour être quand même au contact de la jeunesse très souvent, je peux vous dire que il y a des rencontres avec des adultes qui peuvent faire basculer les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les partenaires, mais quand je dis tous, c'est-à-dire tous les partenaires doivent travailler ensemble. Moi, je crois beaucoup à la synergie, à la mutualisation des moyens pour un accompagnement de la jeunesse, disons la délinquance juvénile de 13 à 17 ans, quoi, grosso modo, qui est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité. Moi, je sais pas, des propositions à faire. Si vous ouvrez dans des quartiers des lieux, il y a pas de lieux. Qu'est-ce qu'elle fait la jeunesse à Mantes ? Il y a rien.
Si vous voulez qu'elle fasse. Si vous ouvrez des lieux avec des gens qui sont présents, qui sont disponibles, qui sont formés, qui discutent avec les jeunes, qui dégoupillent les tensions, qui passent par la parole, parce que la parole c'est quand même quelque chose qui compte, déjà je pense qu'on arriverait à faire davantage de choses. Je vous rappelle que quand même il fut un temps où il y avait des éducateurs formés qui étaient extrêmement nombreux à Mantes, c'est plus le cas. Et ceux qui existent font un excellent boulot. Moi j'ai assisté hier à des choses sur la prévention routière organisée, je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment compétents, quoi. Madame Coste, quel regard, parce que c'est ma dernière question, on est arrivé on a déjà dépassé les 20 minutes, on a déjà dépassé les 20 minutes qui étaient imparties. Quel regard vous portez sur le canton aujourd'hui? Quels sont pour vous les axes prioritaires à travailler juste après votre élection, si bien entendu vous êtes élu? Il y a ceux qu'on a évoqués, donc je ne vais pas y revenir, l'emploi et le logement, mais il y a les dispositifs, tous les dispositifs sociaux, c'est les dispositifs de protection, de lutte contre la précarité de l'emploi, mais aussi la précarité des personnes fragiles. Et je vous rappelle quand même que si on fait la moyenne, si on regarde le budget social du département des Yvelines, il est inférieur de 10% à la moyenne de tous les autres en Île-de-France, alors que c'est le deuxième département le plus riche derrière le 92. Donc voilà, les femmes, les jeunes, l'égalité des droits, il y a plein de choses à faire. Merci Madame Coste, merci de vous être déplacée jusqu'à nos studios. Rajou l'a encore dépassé, mais ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Pourtant, elle a été claire et concis. Je te rends l'antenne. On se revoit demain, du coup. Alors. À demain avec Christophe Scotty, mais avant cela, en candidat, il y avait bien entendu Christophe Scotty pour les divers droites, Pierre Bédier pour l'UMP, Ramassal pour le Parti Socialiste, Marc Jamet pour le PCF local et je sais plus qui encore, et Cyril Note pour le Front National. Merci, à demain. Labib, à demain, 8h. Spécial cantonal, Mantes-la-Jolie.